De retour pour la deuxième partie du Politicien. Je suis toujours avec Dominique Nyandoka, premier secrétaire général du mouvement ITA, Initiative pour une transformation par l'action. Michel Langa, avocat au barreau de Paris et président de l'Association des Amis de la République centrafricaine. Et Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Ce sont de nouveaux pourparlers qui se sont ouverts à Khartoum. Les principaux groupes armés en Centrafrique sont représentés. Et pourtant, le doute reste de mise, car depuis le début de la crise en 2013, pas moins de 7 accords de paix ont déjà été signés. Mais jusqu'ici, aucun n'a tenu. Corinne Candem. Coup d'État après coup d'État, crise économique transformée en crise humanitaire, l'instabilité chronique de la République centrafricaine a conduit à l'émergence d'une multitude de groupes rebelles, armés et anarchiques. Depuis 2013, lors du renversement du régime de l'ancien président François Bozizé, une nouvelle crise politique est survenue. Crise qui a rapidement pris des dimensions ethniques et religieuses et dont les civils sont aujourd'hui les premières victimes. Nos échanges avec son Excellence le professeur Touadéra, président de la République, et les autorités du pays ont conforté les évidences suivantes. Premièrement, il n'existe pas de solution militaire à la situation en Centrafrique. Deuxièmement, il n'y a pas d'alternative crédible au dialogue, qui est la voie préconisée dans le cadre de l'initiative africaine. Troisièmement, il est impératif de faire de cette année 2019 celle de la paix en République centrafricaine, celle du succès de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation et celle d'un nouveau départ, d'un nouveau et vibrant chapitre dans l'histoire de ce pays frère. Les accords de Nairobi en avril 2015, le forum de Bangui pour la réconciliation nationale en mars 2015, la réunion de Benguela en Angola de décembre 2016, la tristement célèbre entente de Saint-Egidio, accord signé en juin 2017 à Rome, qui à peine 24 heures plus tard a été suivi par le massacre d'une centaine de personnes à Bria, dans le centre du pays, et puis en juillet 2017, les accords de Libreville. Ces différents accords signés depuis 2015 n'ont malheureusement pas donné lieu à une véritable armistice, en raison des rivalités entre les groupes armés, eux-mêmes extrêmement divisés par des conflits internes et dépendant financièrement des régions qu'ils pillent. Près de 80% du territoire échappe encore au contrôle de l'État centrafricain. L'Est du pays est occupé par les groupes issus des ex-Séléka, la partie Ouest et Sud par la mouvance anti-Balaka. Depuis début 2017, ces provinces sont en proie à de nouvelles flambées de violence résultant des affrontements entre ces groupes armés. Ces factions sont très présentes dans les zones minières où le pillage des gisements de diamants et d'or, les taxes illégales et le trafic d'armes assurent l'essentiel des revenus de leurs chefs. Je pense qu'il est plus qu'à jamais nécessaire que tous comprennent et adhèrent à cet engagement où nous avions tous été engagés, nous avons tous été contactés pour maintenant que la chose se fasse et que tous en tirent profit, c'est-à-dire le pays, les différents acteurs, les combattants et nos populations. Ces violences poussent les populations à fuir. En mai 2017, 503 600 Centrafricains étaient déplacés à l'intérieur des frontières et 481 256 étaient réfugiés, en grande majorité dans les pays voisins. Cette crise humanitaire devient critique selon les Nations Unies. Jeudi 24 janvier 2019, des pourparlers de paix visant à mettre fin aux violences chroniques en République centrafricaine ont débuté à Khartoum, la capitale soudanaise. Ce, en présence de représentants du gouvernement et de 14 groupes armés. Cette énième médiation portera-t-elle des fruits? Rien n'est moins sûr. Michel Langa, on a vu 7 accords signés au total sans qu'aucun n'aboutisse. C'était tous des mauvais accords? Madame, je voudrais d'abord revenir sur l'absence ou la non-présence du président Bozizé et du président Doussoudia. Ils font partie des solutions de la crise centrafricaine. Et c'est regrettable qu'ils ne soient pas à Khartoum. Mais on espère qu'un jour, ils viendront en Centrafrique et expliquer aux compatriotes, ce qui s'est vraiment passé. Et parce que qui tire les ficelles? Soyons tous, posons-nous la question. Alors comment ça, qui tire les ficelles? Derrière les groupes armés, nous avons le gouvernement qui contrôle, on a vu, 20%, et ensuite les groupes armés, 80%. Mais derrière les groupes armés, il y a peut-être des forces obscures.
Alors, c'est il faut les identifier. Vous avez certainement une idée. Il faut les identifier, les nommer. Et ces forces ont été identifiées, nommées dans les différents rapports des Nations Unies qui sont disponibles. Alors, les Nations Unies, elles disent quoi exactement? Elles parlent de l'ancien président? C'est une guerre économique. C'est pas un conflit religieux comme on a exposé, mais c'est une guerre économique. Et regardez, madame, les occupations, les 14 groupes armés occupent 14 préfectures où la cartographie, ce sont des zones minières. Parce qu'il y a les diamants, il y a l'or, il y a le bois, il y a l'uranium. Et c'est ça qui intéresse. Même les pays membres du Conseil de sécurité qui sont en Centrafrique sont aussi pour des intérêts économiques. Pour vous, ce sont ces richesses qui expliquent essentiellement la présence des groupes armés. La présence des groupes armés, c'est pas ça. Ce ne sont pas des revendications politiques. Au départ, c'était des revendications communautaires, ensuite locales, parce que bon, un délai, il n'y avait pas d'université, l'université c'est à Bangui, et puis les transports n'étaient pas bien, donc c'était des revendications communautaires. Mais aujourd'hui, on en arrive à des revendications politiques. Mais derrière, parce que l'économie, ce sont les frères musulmans qui avaient l'économie, parce que bon, tout ce qui était les petits commerces, vous arrivez, c'est tenu par nos frères musulmans, et la cohabitation était sincère. On a toujours vécu en symbiose, le vivre ensemble musulmans et chrétiens. Il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est en 2013, depuis l'arrivée de la Séléka, que tout a basculé, madame. Pendant 8 mois, 9 mois, les Centrafricains ont supporté. Et c'est ça qui a donné naissance aux anti-Balaka. Les anti-Balaka, ce sont des patriotes. Il faut le dire. Ce sont des patriotes. Ils ont pris les armes pour défendre le pays. Parce que le pays allait disparaître. Alors, Balaka, Séléka, Dominique Yandoka, les forces obscures dont parle Michel Langa. Revenons en 2003, oui. Début des crises en Centrafrique, 2003-2019, 2003-2013. François Bozizé, qui était chef d'état-major, avait décidé de prendre la tête d'une rébellion. S'en est suivi d'un renversement du régime de feu Patassé, le président Patassé à l'époque. Les gens que vous voyez aujourd'hui à Khartoum, 99, je précise 99%, pour ne pas dire 100%, c'est des gens qui étaient au départ, quand je parle les représentants des FRPC, ainsi de suite, tous les groupes armés, sévissaient sous l'autorité du président Bozizé. Arrivé au début 2010 et 2011, pour des raisons de frustration, c'est-à-dire que la crise a commencé sous Bozizé plus principalement parce que le gouvernement, il y a certains au cadre de régime Bozizé à l'époque, avaient abusé de leur pouvoir pour aller fermer les bureaux de diamants où nos frères musulmans tenaient. Et c'est en fonction de cette frustration, c'est à cause de ces frustrations que nos frères qui se disent de la Séléka aujourd'hui se sont rebellés contre le régime de Bozizé. Arrivé en 2013, ils ont fini par le renverser. Qui a pris le pouvoir après Bozizé? C'est Michel Dzotoda qui a fait plus de 10 mois comme président pendant la période de transition. Et après, on a viré. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire que l'ancien président serait derrière les milices chrétiennes, par exemple? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez que la paix puisse revenir en République centrafricaine, il y a 2 acteurs majeurs à ne pas négliger. C'est le président François Bozizé et le président Michel Dzotodia. Leur absence aujourd'hui constitue un vide. Et c'est ça l'inquiétude de tous Centrafricains. Mais qui reviennent dans le jeu politique. Mais enfin, il faut d'abord, pour qu'ils puissent revenir, vous venez de dire tout à l'heure qu'ils sont sous sanction. Mais nombreux sont ceux qui sont dans la salle aussi, sont sous sanction. Pourquoi on les a invités et exclure les 2 acteurs majeurs qui tirent les ficelles? C'est eux qui tirent les ficelles. Parce qu'il y a des gens qui obéissent à Bozizé. Il vous souviendra que le front anti-Balaka est constitué majoritairement que des anciens militaires que Bozizé, quand il était encore aux commandes, s'est constitué majoritairement de la garde présidentielle Bozizé. Pareil pour la Séléka, c'est Michel Dzotoda qui sont là. Donc on ne peut pas parler de paix en République centrafricaine, signer des accords sans pour autant mettre de côté ces 2 acteurs-là. C'est là
le vrai problème. Jean-Claude Félix Tchikaya, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ces deux anciens présidents devraient être là? Est-ce que ça explique en partie le fait qu'aucun accord pour l'instant n'est tenu par l'absence de ces deux personnalités? Mais personne n'ignore, comme ça a été souligné, qu'ils ne sont pas présents physiquement, mais qui sont présents dans toutes les discussions. On peut regretter leur présence. Ils ont failli être présents. Ils ne le sont pas. Mais ils sont dans le giron et même au centre des discussions et des enjeux de la Centrafrique. Ce qu'il faut rappeler, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a un élément, malgré tout, géoethnique. Il y a un prétexte confessionnel qui est pris, même si, bien sûr, la guerre économique, il suffit de regarder les endroits géoéconomiques où il y a des attitudes, des turpitudes, des actions prédatrices, où c'est pourquoi, malheureusement, le pouvoir a parti une bonne partie de sa souveraineté et que les milices tiennent malheureusement pouvoir. Pourquoi? Pas seulement parce qu'ils sont armés, ils sont aussi armés des matières premières sous lesquelles ils marchent, agissent, interagissent parfois, et qui met en difficulté, les accords et qui a mis en difficulté la présence de personnes qu'on vient de dénoncer le nom. Donc c'est vraiment très, très difficile de discuter avec des milices qui ne sont pas des États, mais qui agissent comme des États à l'intérieur d'un État, alors qu'on ne peut leur conférer ce pouvoir qui ne peut être reconnu par l'ONU, par l'Union africaine, mais malheureusement, ils sont sur des terres qui participent non seulement pour une reprise en main du pouvoir économique et souverain du pouvoir central, mais aussi sur le plan géoethnique. Mais alors justement, oui, alors justement, mais cette présence des groupes armés, le fait qu'on discute avec eux, qu'ils soient accueillis, présents comme finalement des forces politiques, est-ce qu'on ne se plie pas à ces groupes armés? Est-ce que ça ne leur donne pas plus d'importance qu'il ne devrait avoir? Non, madame, vous comprenez que les Centrafricains sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Même ceux qui ont pris les armes hier, ils sont aujourd'hui fatigués. Même si, au départ, c'était des revendications d'ordre social et autres, ainsi de suite, mais il n'en est plus question. Ils ont profité de l'absence de l'autorité de l'État dans ces zones. Ils se sont fait de l'argent. Vous comprenez qu'en Centrafrique, il n'y a pas des djihadistes chez nous. Personne n'accepte de mourir. Personne n'accepte de mourir. Ces groupes armés veulent que la paix, mais tout en sachant... Étant donné qu'il n'y a pas de réponse franche aussi en face, c'est-à-dire que les groupes armés tiennent le double langage, arrivé à un moment donné, ils portent comme revendication il faut cesser les hostilités pour X, Y raison. Alors, double langage, justement, est-ce qu'ils ont vraiment l'intention? Est-ce que ce n'est pas finalement des négociations c'est la première fois, je dis, c'est la première fois quand même on voit qu'il y a un pourparler, que le monde entier en parle. C'est une première. Donnons alors la chance pour que la paix, pour que le pays puisse recouvrer la paix. Mais il ne faut pas oublier une chose. Si nous ne sommes pas sincères dans les discussions, est-ce ces groupes armés qui se sont déplacés? Est-ce le gouvernement qui s'est déplacé pour qu'on puisse trouver une solution à la crise centrafricaine? Parce que derrière tout ce que vous voyez, il y a des gens qui meurent. Le pays... On a un problème de santé chronique, on a un problème de développement, tout est asphyxié. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir du moment quand on quitte ici, on va dans un pourparler, que ce soit à Khartoum ou ailleurs, nous, Centrafricains, nous voulons voir qu'il y ait un résultat. Oui, alors on reviendra aux revendications. Michel Langa, quand même, je voudrais revenir sur ces intentions des groupes armés, parce qu'un diplomate en poste à Bangui, qui est resté anonyme, a affirmé que pour lui la raison des échecs des médiations jusqu'à présent est simple. Je cite, certains veulent que le chaos continue pour asseoir leur prédation. Plus ça dure, mieux c'est.
Comment on fait quand on est en face d'une telle situation? Est-ce qu'il y a vraiment une solution? Il va y avoir une solution, il faut qu'il y ait une solution. Et on a toujours vécu en symbiose, les musulmans et les chrétiens, le problème n'est pas religieux, c'est un problème économique. Et nous aimons, nous remercions nos frères de la sous-région, Congo-Brazzaville, Tchad, Soudan et d'autres, qui nous aident à retrouver la paix. Il faut qu'ils reviennent, ceux qui sont au Soudan, qui nous regardent. Il faut qu'ils reviennent avec cet accord de paix. Il faut qu'ils reviennent avec ça. Oui, mais si c'est un accord de paix qui dure 24 heures comme celui de Sandé-Gidio, finalement, il n'aura servi à rien. Mais, madame, cette fois-ci, il y a les gouvernements avec la société civile. Dans la composition de la délégation gouvernementale, il y a une partie de société civile, des partis politiques. Non, mais déjà... Mais ensuite, de l'autre côté, il y a les 14 groupes armés. Ils ont accepté de faire les déplacements. Et ils ont porté des revendications. Ça a été préparé minutieusement par l'Union africaine et par les Nations unies. Ils ont mis du temps. Donc, arriver avec un projet d'accord où tout le monde, ils vont se mettre, ils se sont mis depuis le 24 janvier autour d'une table et ils discutent. Ils discutent à huis clos. Pourquoi? Parce qu'il y a des points sensibles sur lesquels on reviendra, peut-être problème de clémence, de pardon. Mais c'est vrai, il y a des accords qui ont été signés. On prend Brazzaville, Libreville, N'Djamena, partout. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Oui, pourquoi? Oui. Il y a la mauvaise volonté des groupes armés, parce qu'ils se sont installés dans la durée, et là, avec l'affaiblissement de l'État. Aujourd'hui. Mais ça va se faire. La communauté internationale doit donner les moyens, d'où la nécessité de la levée de l'embargo. Vous imaginez, quand nous arriverons à Bangui, nos propres militaires n'ont pas d'armes. Voilà, un embargo qui est toujours en vigueur et contre lequel... L'embargo est toujours en vigueur, madame. C'est le 31 juillet, c'est jeudi le 31 juillet que les Nations Unies vont discuter de la prolongation ou de la levée définitive de cet embargo. Et ça, une armée qui n'a pas d'armes, c'est comme une femme sans protection. Non. Ça, c'est un faux problème. Alors, 2 mots, parce qu'on doit conclure cette partie, s'il vous plaît. C'est un faux problème. L'histoire d'embargo, c'est un faux problème. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité n'empêche pas un pays de se réarmer. C'est juste une question. Non, c'est juste une question d'organisation sur le plan interne. On nous a donné une feuille de route, un cahier des charges à respecter pour que nos armées, pour que l'embargo soit levé partiellement ou totalement. Mais qu'est-ce que nous avons fait? La première réponse, si vous achetez les armes aujourd'hui, vous allez les loger où? Il faut d'abord commencer par construire les poudrières. Est-ce que la République centrafricaine dispose d'une poudrière ou de 2 ou 3 poudrières conformes au cahier des charges des Nations Unies? Et le groupe armé, il faut comment? Le 31, il devait avoir, comment on appelle ça, le Conseil de sécurité doit siéger sur la levée partielle de l'embargo. Je fais le pari que ça ne serait pas levé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas. Il ne suffit pas seulement de faire ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire que de créer une armée, non seulement une armée pluridisciplinaire, d'augmenter la capacité de nos armées et autres, mais nous sommes un pays post-crise. On a eu ce que ça a fait quand nos militaires avaient les armes. Donc ça se baladait. La République centrafricaine est une poudrière à ciel ouvert. Alors, je vous propose de continuer cette question juste après la pause. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie du Politicien.